Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol depuis Bordeaux. Vous l'avez peut-être deviné en découvrant la place de la Bourse. Alors nous sommes devant le célèbre miroir d'eau de la ville, un lieu idéal pour évoquer la thématique du jour. En effet, qu'est-ce qui ressemble le plus à la réalité que son reflet? Question philosophique sans doute, mais aussi technique que nous allons aborder au cours de cette émission spéciale simulateur de vol ou comment profiter des joies de l'aérien à moindre coût et sans danger. On se retrouve dans quelques instants à bord d'un cockpit virtuel. Mais tout d'abord, petit avant-goût de cette émission avec son sommaire. La banlieue terrestre ressemble fort à un périphérique urbain saturé. De nombreux détritus de l'espace tournent autour de notre planète bleue. Un danger que le CNES et les agences spatiales mondiales prennent en compte désormais. Volé comme Phileas Fogg, voilà ce que nous vous proposons dans ce numéro, avec une montgolfière à gaz équipée bien sûr de ses sacs de sable sur le côté de la nacelle, un vol à l'ancienne à découvrir dans ce carnet de vol. Avant cela, plongez dans le monde moderne et virtuel des simulateurs d'avions de combat. Pierre-Jean sera à bord d'un F-16 tout à l'heure, mais pour commencer, installons-nous dans le cockpit d'un simulateur d'A320. Pour réduire la vitesse, je pense qu'on peut passer en 145, ça va? Ok, speed. 145. Check. Set flaps 2. Speed check. Flaps 2. Bon, on va faire un virage à gauche sur le point CI23. Je te mets direct dessus. Et ensuite, en finale, on mettra le train d'atterrissage et les volets. Ah, tiens. Alors, nous sommes chez Aviasim Bordeaux, spécialiste du simulateur de vol, et on est à bord d'un A320 en compagnie de Louis et Suleiman. Suleiman, c'est vous le moniteur de cette belle machine. Tout à fait. Alors, présentez-la moi. Alors en fait, là, on est sur un simulateur d'Airbus A320, on est sur un simulateur à l'échelle 1, en fait, donc on est vraiment sur un élément qui ressemble à un avion de ligne réel. On va retrouver les mêmes boutons, les mêmes éléments que sur un avion de ligne. Alors, ça veut dire que tout y est, que si jamais je m'entraîne sur ce simulateur-là, je peux ensuite être à l'aise dans un vrai A320 ? Alors, vous allez pouvoir retrouver certains boutons que vous allez... Enfin, si vous voulez, le cockpit est le même, hein, donc vous n'allez pas être perdu si vous avez la chance de vous asseoir dans un cockpit d'Airbus A320. On va retrouver les mêmes éléments que sur l'avion. Alors, est-ce que ça permet aux pilotes professionnels comme Louis de tester véritablement leur capacité à piloter ? Alors, l'avantage qu'il va pouvoir tirer de ce simulateur, en fait, c'est qu'il va pouvoir vraiment s'entraîner sur la machine, en fait, telle qu'elle est en réalité. C'est-à-dire qu'il va pouvoir garder des circuits visuels, se repérer par rapport aux instruments et retrouver les mêmes éléments qu'il va pouvoir trouver en compagnie aérienne ou lors d'entretiens d'embauche éventuels. Et même un peu plus, puisque vous pouvez simuler des pannes, des météos difficiles ici. Exactement, on peut simuler beaucoup d'éléments grâce à l'ordinateur qu'on a juste ici. On va pouvoir aller chercher des conditions de vol un petit peu plus difficiles. On va pouvoir cacher par exemple la vue devant nous, c'est-à-dire voler en IFR, c'est-à-dire aux instruments simplement. Et ça va permettre vraiment de pouvoir travailler qu'aux instruments sur ce type d'approche par exemple. Alors Louis, racontez-nous un petit peu votre passé. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Alors moi, ça fait tout juste un mois que j'ai terminé ma formation de pilote professionnel. Et du coup, pour moi, le gros avantage de pouvoir travailler ici sur ce simulateur, c'est de pouvoir m'entraîner pour des éventuels entretiens d'embauche, puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois, on a des sessions de simulateur à passer. Et le fait d'avoir un cockpit comme ça, relativement à l'échelle 1, tout simplement, les instruments, on peut voir d'approche, sont très précis. Et ça me permet de pouvoir m'entraîner, de garder mes capacités de vol également, de toujours continuer à connaître mes procédures. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. Votre avenir, il passe par où dans les prochaines semaines, prochains mois ? D'abord ici encore un peu ? Alors là, je fais juste une session d'entraînement. Après, pour les prochaines semaines, pour le moment, j'attends juste mes licences pour pouvoir postuler dans des compagnies. Mais effectivement, le fait d'avoir un cockpit vraiment de qualité très précis, ça m'aide vraiment de garder mes standards. Alors, ce simulateur de vol est valable pour les pilotes professionnels comme Louis, mais il est aussi ouvert à tout un chacun. Exactement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais prendre la place de Louis ? Oui, sans problème.
Alors je prendrai la place de Louis dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose de nous rendre dans l'espace à la découverte d'un problème que ceux qui ont vu le film Gravity connaissent, celui des débris spatiaux. Ils peuvent être extrêmement dangereux pour les satellites, mais également pour la Station spatiale internationale. Et ça a de quoi faire peur, regardez. La Station spatiale internationale pulvérisée par des débris spatiaux. Des images du film Gravity sorti en 2013, de la fiction mais qui pourrait bien devenir réalité. 4 octobre 1957, c'est le lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1 par les soviétiques. Depuis, le ciel n'a pas cessé de s'encombrer. Plus de 500 000 débris de plus de 1 cm tournent en permanence au-dessus de nos têtes à des vitesses vertigineuses. Retour sur Terre, au CNES de Toulouse. Dans cette salle, ces débris sont sous haute surveillance. Leur trajectoire est analysée, cartographiée. Les opérateurs s'assurent qu'ils ne représentent pas une menace pour la vingtaine de satellites dont ils ont la charge. Pour chacun de ces satellites, on analyse quotidiennement des centaines de rapprochements. Alors la plupart du travail est fait de façon automatique. Mais en gros, tous les jours ou tous les 2 jours, on doit analyser un rapprochement un peu plus dangereux, quoi, jusqu'à être amené à faire une alerte à l'opérateur. Une douzaine de satellites sont déplacés chaque année pour éviter une collision. Mais si les débris sont dangereux dans l'espace, ils le sont aussi sur Terre. Plusieurs rentrées atmosphériques ont lieu chaque semaine. La plupart du temps, les objets brûlent dans l'atmosphère, mais parfois, les débris plus gros s'écrasent. Le ciel français est surveillé par ce radar militaire basé près de Dijon. Son rôle, miner les points d'impact possibles. La tâche qui est représentée au sol est issue de ce point d'entrée dans l'atmosphère et représente en général une bande de plusieurs centaines de kilomètres de large, 200 à 300 km de large sur plus d'1 millier de kilomètres de profondeur, qui est donc une très grande étendue, au moins de la taille de la France. La gestion des risques, c'est bien, mais la prévention, c'est encore mieux. La France est le seul pays au monde à s'être doté d'un arsenal législatif sur les débris spatiaux. Objectif, éviter leur prolifération. On trouve avec la loi une réglementation technique qui indique quelles sont les exigences que doivent remplir les opérateurs pour être en conformité avec la loi et pour essayer d'éviter que l'espace devienne un jour inutilisable à cause des débris qui vont l'encombrer. Les satellites les plus hauts sont envoyés sur des orbites cimetières où ils resteront indéfiniment. Les plus bas, eux, mettront 25 ans à rentrer dans l'atmosphère où ils se consumeront. D'autres mesures sont censées éviter les explosions de satellites en fin de carrière. Il y a des règles très simples, hein. Par exemple, une fois que le satellite a fini sa vie, il faut ce qu'on appelle le passiver. Passiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enlever toute l'énergie résiduelle à bord. Donc l'énergie résiduelle à bord, ça peut être quoi? Ça peut être tout ce qui est réservoir avec de la pression à l'intérieur, ça peut être tout ce qui est réserve d'énergie comme les batteries. Donc toutes ces choses-là, on essaye de les mettre à zéro pour plus qu'il y ait d'énergie. Et donc on va dire que si ce satellite il est à plat, il a beaucoup moins de risques d'être dynamiquement explosif. Les principales agences spatiales, conscientes du problème, suivent ces pratiques sans pour autant qu'elles aient un caractère obligatoire. Certaines planchent même sur des procédés pour attraper les débris afin de nettoyer l'espace. Voilà, retour sur Terre ou presque, puisque nous sommes en l'air à bord du simulateur de l'A320, toujours avec Suleiman. Alors Suleiman, qu'est-ce que vous m'avez préparé comme programme? Alors là, on va commencer par une petite approche sur Bordeaux, en fait, sur la piste 23. On va faire une procédure ILS, en fait, c'est une procédure aux instruments. Donc vous allez pouvoir vous aider des instruments qui sont devant vous pour poser l'appareil. En fait. Et donc là, on va commencer la configuration. Voilà, exactement. Là, on est sous pilote automatique. Vous allez pouvoir le désactiver avec le bouton rouge qui est ici. D'accord, voilà, celui-là. Oui, allez-y, je vous laisse appuyer. Je le défais. Parfait. Voilà, vous allez pouvoir réduire votre vitesse également ici. Ça, c'était l'alarme en fait de désactivation de vitesse. D'accord. Voilà, réduisez votre vitesse ici vers 220. 220, c'est la vitesse d'approche, c'est ça? Non, alors c'est une vitesse assez accélérée pour l'instant encore. Vous allez voir, on va continuer notre réduction de vitesse au fur et à mesure. Et ici, moi, je vais rentrer direct vers le point de début d'approche. Voilà, vous allez pouvoir commencer un virage à gauche. Allez, on enquille le virage à gauche. Donc, comme vous m'avez dit, on y va tranquillou. Exactement, il faut y aller tranquillement. Vous pouvez incliner encore un petit peu plus. Voilà. Donc là, on a notre vitesse qui est réduite déjà. Et puis, on va pouvoir sortir les premiers crans de volée. Donc, ça va se passer ici.
D'accord. Allez-y, je vous laisse sortir un Sur cran. le premier cran. Allez-y. Voilà, alors attention, là, vous êtes passé en volet 2. Ouais, je suis passé en volet 2. Voilà, vous avez sorti un petit peu trop de volets. Vous Première voyez, erreur. l'avion n'est pas vraiment content. Ouais, il a Regardez. pas aimé. Jusqu'à présent, ça ressemble plutôt à un jeu vidéo, certes très perfectionné, avec un très bel écran, C'est ça. mais ça nous rappelle les simulateurs de vol de PlayStation ou d'autres ou d'ordinateurs. Hein. Ouais, exactement. Vous voyez, ça se pilote un petit peu comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment l'idée. Hein. Ça permet aussi de faciliter la manœuvre. Allez-y, je vous remets encore un petit peu en virage à gauche. On continue de s'incliner. Hop. Pas trop, Pierre-Jean. Oula. Et la plupart des gens qui viennent ici piloter, quelles sont leurs impressions par rapport à ce qui existe Voilà, à là, la- c'est votre alarme d'altitude où en fait, vous êtes un petit peu À la réalité. monté. Voilà, exactement. Alors, en fait, J'ai un peu monté, oui. ça permet vraiment de voir, de voir un petit peu ce que ça donne hein, sur un avion de ligne. Après, l'approche est plutôt simplifiée. Hein. On n'est pas dans les procédures checklist qu'on peut retrouver sur un avion de ligne réel hein, avec des pilotes qui vont piloter l'appareil. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment de faire découvrir le cockpit. Et là, par exemple, vous pourriez nous mettre de nuit. On pourrait le faire exactement, D'accord. tout à fait. Tout est On possible. peut gérer pas mal de météo, etc. C'est assez sympathique. Mettre un gros orage. Exactement. Ouais, Hein en fait, on peut le faire visuellement. Après, ça va pas. Pourquoi hein. le cap? Alors, en fait, là, vous êtes en train de capter votre approche. D'accord, donc on Il s'accroche. est en train- Exactement. Voilà, allez-y, remontez un petit peu. Ouais. Voilà, tirez un petit peu sur votre manche, léger gauche également. Hop, je vous hop, voilà, c'est bon, parfait. On y revient. Voilà, vous allez pouvoir sortir votre train d'atterrissage également. Alors, le C'est train ici, d'atterrissage, ouais, c'est tout à fait. ici. Ouais, Jean, allez-y. je sors. Parfait. On est toujours à 180 nœuds. Ça se pose à combien, à 320? Alors, on va réduire notre vitesse à peu près vers 130, 140. D'accord. En nœud, bien sûr. Oui, oui. Ce qui nous fait à peu près 250 km/h, hein, un peu moins. C'est à peu près ça. Ça se pilote bien, hein? Ça va Ça Vous en donne, sortez ouais. Ça donne une relative impression de facilité. Bon, certes, vous êtes là pour. C'est ça, ouais, Pour gérer je vous tous les encadre un petit peu, soucis. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça donne une impression de relative facilité. D'ailleurs, la 320 était réputée, en tout cas par Airbus, pour être entre guillemets facilement pilotable. En tout cas, Plus fa- ouais. l'aide au pilotage est très présente. Il y a beaucoup d'aide au pilotage ouais, sur un Airbus, bien sûr. Et là, vous avez tous les systèmes activés, donc ça vous aide plutôt pas mal. Oups. Allez-y, voilà, faut faire attention de pas trop. Voilà, faut y aller un petit peu assez doucement, parfait. Vous voyez, on voit la piste ici. Ouais. On est toujours légèrement à droite, mais vous voyez, on est en train de récupérer. Suivez bien votre flight director Ouais. qui va vous aider, en fait, vraiment à aller vers votre piste. Voilà, on est pas mal, a priori. Voilà, vous allez pouvoir poser votre main sur la manette des gaz ici, et je vous dirai quand est-ce que vous pourrez réduire. Voilà, un petit peu plus à gauche, vous voyez, en fait, en regardant la piste, on voit qu'on est légèrement à droite. Légèrement Exactement. en vrac. Voilà, on remet légèrement à droite, on laisse descendre tranquillement. Attention, allez-y, mettez les gaz à zéro. Voilà, parfait. On laisse descendre tranquillement. Voilà, laissez-le descendre encore un petit peu. Voilà, parfait. Et là, vous pouvez mettre les reverse. Un peu de pied à gauche pour remettre dans l'axe. Alors, Allez-y, voilà, parfait. Voilà, on va mettre un petit peu de pied à droite comme Ouais. ça. Parfait. Allez-y, c'est maintenant. Vous pouvez remonter un petit peu. hop. Voilà, tout simplement. Et Bien. voilà. Et là, vous pouvez freiner au pied. Bon ben voilà, posé sain et sauf, les passagers également, hein, je crois. C'est ça, tout va bien. Thomas, c'est vous le concepteur, en tout cas le gérant de tout cela. Oui. J'ai pas cassé votre avion, c'est déjà pas mal. Merci, je vous remercie. D'où vous est venue l'idée de monter ces simulateurs? Alors en fait, moi j'étais passionné depuis tout gamin et j'ai pas suivi la voie pour être pilote de ligne. Je suis plutôt parti dans des études commerciales et à la sortie de mon école, l'idée de rejoindre la passion et le monde de l'entrepreneuriat m'est venue et du coup, il y a 4 ans et demi, on a commencé l'aventure avec un premier simulateur à Lyon et rapidement en fait le simulateur a été plein très rapidement et on avait des gens qui venaient partout en France et on s'est dit pourquoi pas aller en mettre un peu partout en France et aujourd'hui on a 16 centres en activité en France et on commence la même aventure mais dans d'autres pays un peu partout. Bon, c'est bien ça. Qui fabrique ces simulateurs? Parce que ça se trouve pas partout quand même, j'imagine. Non, effectivement, on ne le trouve pas partout. Aujourd'hui, nous, on a le métier d'intégrateur. C'est-à-dire qu'on achète des pièces, on achète de l'informatique, on achète des logiciels, etc. Et nous, on fait un peu le même métier qu'Airbus pour les avions. C'est-à-dire qu'on intègre tous ces éléments ensemble pour faire en sorte que ce soit un simulateur qui corresponde à 100% à nos besoins. C'est-à-dire des clients novices comme des clients professionnels qui viennent s'entraîner sur ces machines et qui, du coup, ont des besoins très spécifiques et on essaie de les combler avec ça.
Alors, on a vu un pilote chevronné, Louis, on a vu un pilote amateur comme moi. Il y a aussi des gens qui ont peur de l'avion qui viennent ici faire des stages. Pourquoi? Effectivement. Alors, en fait, 50%, on estime que 50% de la population a une appréhension à prendre l'avion. Et dans ces gens, il y a 80% des gens qui ont une peur dite technique. C'est-à-dire que ils n'imaginent pas, enfin, en tout cas, ils ne s'imaginent pas qu'un avion peut voler normalement. Et ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour comprendre correctement un avion, le fonctionnement d'un avion. Et du coup, on a monté un stage anti-stress qui est dédié à la technique. C'est-à-dire qu'on va leur prouver par A plus B avec des séances de simulateurs qu'un avion comme un A320, ça peut voler sur un seul réacteur pendant un paquet de temps, que dans beaucoup de situations, quasiment toutes les situations, les pilotes sont capables de ramener l'avion. Et du coup, par la pratique, on démontre que l'avion vole dans quasiment toutes les conditions et on a un super gros retour parce une fois que les gens ont compris que l'avion volait avec des principes normaux, physiques normaux, et que dans toutes les situations, les pilotes étaient formés pour et que la machine était aussi capable d'eux, eh ben, les gens repartent plus sereinement en vol. Bon, merci beaucoup Thomas. On va faire un grand écart avec la modernité de ces simulateurs de vol pour se diriger vers le passé avec une montgolfière dite à l'ancienne, une montgolfière à hydrogène. C'est celle qui a inspiré notamment Jules Verne pour le voyage en ballon. Jules Verne qui aurait sans doute aurait beaucoup apprécié ces simulateurs. On regarde ça et on se retrouve juste après à bord d'un simulateur de F-16 sensation garantie. Regardez. Quelque part dans la campagne à Genèse, un étrange ballon. On va approcher le guide Europe. Ce n'est ni une montgolfière ni un ballon météo, c'est un ballon à hydrogène. On va dire, mettez-en deux. Laissez-en deux sur les suspentes principales et deux. Toute l'équipe de passionnés s'affaire avant le décollage. Thomas, on peut imaginer difficilement plus compliqué pour arriver à voler. Ça paraît compliqué, après c'est pas si compliqué que ça. Ça c'est une technologie aussi un peu ancienne de mise en place. Aujourd'hui, il y a des choses plus modernes qui se font. Ça c'est vraiment la traditionnelle, ouais. Alors c'est un peu de jeu, un peu de monde effectivement. Voilà. Les vieilles histoires sont que de ballons à gaz du coup, puisque la montgolfière moderne date des années 60. Donc c'est ce qui nous a fait rêver à nous, c'est parce qu'on ça permet des autonomies très grandes, de faire vraiment des grands voyages en ballon. En 1867, c'est le roman de Jules Verne, 5 semaines en ballon, qui popularise cet aéronef. Des générations de lecteurs revivent les exploits du docteur Ferguson et de son ballon Victoria. Aujourd'hui, quelques aérostiers ont conservé le savoir-faire. Prêt ? Ben merci beaucoup, déjà. et on va y aller. Allez, lâchez. C'est tout alors. Lâchez tout, oui. Un art du vol où poésie et technique de pilotage font bon ménage. Le principe, c'est d'utiliser le chargement en hydrogène, en gaz porteur, le plus longtemps possible. Donc pour l'instant, on a décollé vers 2h45. Il est prévu qu'il se repose pour une escale vers 5h, 6h, quand l'atmosphère est plus calme. Et ensuite, on espère faire un petit vol encore jusqu'au coucher du soleil. Thomas, pour Seb ? Oui, Seb. Tu m'as demandé de te tenir au courant du vent dans la vallée. Là, ça souffle un peu. Là. Ok, de toute façon, nous, on a dû monter 3700 pieds, là. Cap 215. Le vol erratique du ballon est entièrement soumis aux aléas des vents météo. Grâce au gaz captif, le ballon peut voler presque indéfiniment puisque, contrairement à une montgolfière, il n'a pas besoin de réchauffer l'air en permanence. Seule contrainte, toujours équilibrer le poids de la nacelle et la force élévatrice du gaz. Il faut pour cela jeter du sable ou jeter du gaz. Là, je suis en train en fait de lâcher du gaz pour compenser le sable que j'ai jeté. Donc, en fonction du poids des passagers, tout ce qu'on largue maintenant, on l'aura plus demain pour le vol. Objectif du voyage, rejoindre le littoral de l'océan quelque part du côté de Biarritz. Alors derrière cette ligne qu'on voit là, je pense que je vais me poser près de la route. Mais ce soir, il faut faire étape, ce sera près de Condom. L'équipe qui, depuis le sol, suit le ballon doit faciliter le retour sur Terre. L'opération est toujours délicate. C'est bon. Laissez-nous glisser. Laissez-nous. Attention au choc. Attention au coup. Demain, le ballon de Jules Verne repartira vers l'ouest, en longeant les Pyrénées. Il aura couvert 250 km en 2 jours.
Réduis les gaz à fond. C'est bon? Ouais. Oui, ça pousse encore quand on est. Donc là, tu es bien. Tu auras juste un tout petit peu à virer à gauche sur l'arrivée. Mais sinon, c'est bien. Voilà. Super. Pas plus. Voilà. Tu peux remettre les ailes à plat. Un petit peu à droite. À peine. Voilà. Super. Et tu vas lever le nez très légèrement. Voilà. Pas plus. Et t'attends. Tu vois, l'avion, il descend tranquillement. Voilà. Super. Et on ne touche à rien. Super. Beau tour de piste. Bonjour Marion. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous venez de faire là? Un tour de piste en F-16. D'accord, pour une jeune femme comme vous, faire de l'avion de chasse, c'était quoi? C'était une envie, un cadeau? Comment ça s'est passé? Un cadeau. Et maintenant, ça me donne envie de recommencer l'expérience. Vous étiez déjà fan aéronautique avant ou pas? Pas du tout. Alors, pourquoi on vous a offert ça? J'apprécie les avions et j'ai l'habitude, enfin, j'en fais assez régulièrement. Et là, c'était pour moi une découverte Airbus et F-16. Alors, vous avez fait l'A320 et le F-16? Exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu? F-16. Pourquoi? Plus de sensations, ouais, vraiment, on oublie le simulateur et on s'y croit vraiment. Donc, vous êtes Marion, pilote de chasse désormais? Tout à fait. Vous m'encouragez à essayer ou pas? Je vous laisse la place. Ben, le temps de m'équiper, puis je prends votre place. Merci Marion. Ça marche, merci. Bienvenue à bord de ce F-16, cette simulation de F-16 chez Aviasim. Donc, c'est un vieil avion américain des années 70 qui a été modernisé par les Américains au fil du temps. Et là, on a la version qui a les commandes de vol électriques. Ça veut dire que lorsque tu vas demander une action à l'avion, eh bien, tu envoies un ordre à un ordinateur qui lui connaît l'enveloppe de l'avion, l'enveloppe de vol, et qui va essayer de bouger les gouvernes pour faire ce que tu lui as demandé. Donc moi, j'implique une trajectoire, les gouvernes, c'est l'ordinateur qui gère? C'est lui qui gère. Et s'il peut faire, il fait. S'il ne peut pas faire, tu vas avoir des alarmes, des warnings, des choses comme ça. Donc j'y reviendrai dessus quand ça va t'arriver. Allez, go. Allez, je me mets derrière. Il n'y a plus qu'à. Donc tu peux mettre plein gaz. Voilà. Et puis là, tu vas pouvoir jouer avec le joystick, voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Tu fais le bruit. Ok. C'est bien immersif quand même, hein? On est vite dans le match. Ouais. Donc tu peux faire des petits tonneaux à droite, à gauche. On va essayer. Voilà, des petits souvenirs. Ouais. Tourne à gauche, tourne à droite. Hop. Voilà, tu peux faire un petit vol d'eau. Allez, on va essayer. Voilà, à peu près les ailes à plat. Voilà, nickel. Tu peux revenir en vol avec ligne horizontale. Voilà, là tu es à plus de 500 nœuds. On va peut-être réduire un peu, non? Bon, c'est bon, tu peux faire un looping. Allez, on y va. Ça passe à 575 nœuds, ouais. Ouais. Et donc là, c'est l'avion qui va te limiter, t'as beau tirer comme un fou. Ouais, c'est lui qui choisit. Il ne prendra pas plus de 9G. Et ensuite, c'est l'incidence. Ça tombe bien que je prenne moins de 9G. On sent pas grand-chose. C'est cool. Je crois que j'ai un peu vrillé. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, on est pas mal. On est bien. Donc tu vas avoir des bombardiers qui vont être devant toi et ils partent sur la gauche. Ouais. Donc toi, tu prépares ton avion et tu vas pouvoir partir à gauche. Donc là, tu as missile illimité. Donc n'hésite pas, dès que ça lock, tu tires. C'est bon. Allez, 2 missiles. Alors, tu as dû en avoir un qui était en bas à droite. Ouais. Tu vois que c'est vachement plus facile à voir quand tu es bas. Ouais. Ils se confondent vite dans le sol. Hein. Monte. J'ai loupé, lui, non? Ouais, il en reste un là. Ok. Mon gars. Bien joué, ça c'est chaud ça. Ok, donc là, il n'y en a plus, tu vas essayer de faire un 360 pour voir si t'en vois d'autres. Puis après on va faire le dernier mode, d'accord, on fera un mode patrouille. Voilà, maintenant on se rapproche tout doucement, donc c'est super. Tu vas pouvoir aller voir la tête du pilote. Ouais. Et si tu es bien stable, tu vas essayer de faire un truc après. Monosimu, on tente tout. Oui, tentons tout. Tu vas faire un changement d'aile en faisant un tonneau à la gauche. Donc voici le chasseur F-16 de près. Hop, un peu trop près d'ailleurs. Voilà, remets-toi plat et réduis les gaz. Au bout du voilà. limite, je pense. Donc maintenant tu vas faire un changement d'aile en tonneau. Ouais. Donc tu montes, voilà. Allez, tourne-le complètement à gauche. Vas-y, à fond, et tu te remets à plat.
Tac, super. C'est bon. Hop là, hop. Hop, tu peux remettre de la puissance. Mais écoute, ce que je te propose maintenant, c'est Ouais. qu'on abandonne la patrouille et on va venir se poser de nuit sur la base de départ. Ok. Tu vois légèrement à droite, là, 1030. Ouais. Donc ça, c'est la piste de décollage. D'accord. Donc tu vas aller te poser là-bas. Vas-y, plein pot, tu as 200 pieds. Ah oui, je sais pas. Allez, remonte un petit peu. 100 pieds, ça passe. Garde la puissance, essaie de remonter au moins 300 pieds. 300 pieds. Ouais, remonte encore un peu. Maintenant, tu finis sur la piste. Vas-y, descends. Voilà, là, t'es bien là. Tu vois, là, t'es sur le bon plan de descente. Ouais, ça y est, tu vois, je t'es à blanc-rouge. On est remonté à 500 pieds, donc on est bien. 200 nœuds, c'est bon. Et là, t'as l'impression qu'elle fait que grossir, la piste. Ouais. Elle ne change pas de géométrie. Voilà, tu peux lever tranquillement le nez. Super, la vitesse parfaite. Les gaz à zéro, c'est parfait. Ah ouais, on maîtrise. Ouais, posez en douceur. Champion du monde. Ou presque. Voilà, retour dans le monde réel. Ce numéro spécial simulateur est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous encouragera peut-être à vous aussi tester ces engins haute performance. Je dois avouer que de mon côté, le F16 m'a beaucoup plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt dans un prochain numéro de Carnet de vol. Et bien sûr, d'ici là, bon vol!